Pour moi, un beau dog allemand, c'est un chien qui a une tête bien ciselée, un chanfrein long, parce que malheureusement, on est parti sur des chanfreins un peu courts, enfin long mais large, hein, avec une tête qui rentre dans une boîte à chaussures, c'est vraiment le modèle que l'on indique, une belle encolure, et ce que j'aime bien, c'est que l'encolure fasse un S avec le poitrail, c'est-à-dire une belle encolure galbée, et on a la deuxième partie du S avec le poitrail. Et ça, malheureusement, on ne le voit plus beaucoup. On arrive à avoir de belles encolures, mais au niveau du poitrail, on n'a plus la fin du S, le dessous du S. On a souvent des épaules un peu ouvertes avec du manque de poitrail. Ce sont des chiens légers, grands mais légers, avec des grands membres, qui marchent bien. Par rapport aux nôtres, c'est sûr qu'ils ont une légèreté, et ils sont levrettés et ils sont comme le lévrier, quoi. Ils ont des démarches superbes, ça c'est certain. Des têtes légères, des belles encolures, certes, mais trop légers, pas de puissance, quoi. Pour moi, c'est pas le dog que j'aime. Yves-Marie Meyrat avait fait rentrer une chienne dog allemand américain et il avait réussi d'ailleurs pour amener de l'encolure, de la taille, de l'encolure, mais malheureusement, ce qui va avec, c'est-à-dire souvent une ossature un peu légère, comparée à la taille, du manque de poitrail, du manque de puissance. Donc ça lui a amené peut-être de l'encolure, peut-être des têtes un peu plus fines, mais à l'époque, on n'avait pas vraiment besoin. Mais bon, à ma connaissance, c'est le seul éleveur important et connu. Il est décédé malheureusement maintenant, mais c'est le seul éleveur, à mon avis, qui a utilisé une lignée américaine. Oui. Il y en avait beaucoup des chiens. C'est difficile de donner un nom et un éleveur, mais oui, j'ai eu l'occasion de voir des très beaux arlequins d'Iskandar, par exemple, de chez David Gattegno, bon, des fauves débrangés, bien évidemment, chez Marie-Josée, mais vous donner des noms, non, c'est difficile. D'autant que, très honnêtement, bien souvent, je ne savais même pas et je ne regardais même pas le catalogue pour savoir quel est le chien qui avait gagné. Donc, mais bien sûr qu'il y a des chiens qui m'ont marqué, Fall de Dareri, Mephisto, etc. Enfin bon, je peux donner quelques noms quand même, mais disons que, voilà. Sur l'aspect physique de la tête, ce qui a changé, c'est la coupe d'oreille, bien sûr, qui est devenue interdite. Sinon, ce qui a changé, c'est que nous avions à l'époque des chiens plus puissants. On avait une meilleure poitrail, peut-être un peu moins d'encolure, mais des chiens plus costauds, et notamment chez les arlequins, où on avait pratiquement des monstres, ce qui n'était pas recherché spécialement, mais c'était un petit peu la mode de l'époque. Et puis après, ça s'est un petit peu affiné, heureusement. Mais en rallongeant de l'encolure et en retirant un petit peu de tête, malheureusement, on a perdu du poitrail. Donc le dog parfait n'existe pas. Et c'est malheureusement pas en France qu'on le trouve actuellement, le dog parfait. Au niveau construction et au niveau arrière, à mon avis, on est meilleur que dans les années 80-90, où effectivement on avait peut-être plus de problèmes de croissance, peut-être plus de problèmes d'alimentation, avec des aliments complets, industriels, qui étaient quand même beaucoup moins bien élaborés et moins étudiés. En tout cas, ça c'est certain. Maintenant, il y a toujours le traditionnel, hein, mais enfin le traditionnel, c'est quand même plus difficile à faire et à stocker surtout. Mais c'est vrai qu'on avait plus de mauvais arrières que maintenant. Maintenant, on ne voit pas vraiment de mauvais arrières, on voit des mauvaises angulations au niveau des jarrets. On voit des jarrets qui ont tendance à serrer, ça c'est clair, mais ce qu'on appelait des croupes avalées, on en voit beaucoup moins. On en voit beaucoup moins. Et puis, au niveau de l'arrière, il y a une chose importante, c'est aussi l'angulation, c'est-à-dire il y en a qui sont trop droits, ça c'est clair, avec des reins hauts, et c'est moche, mais ça on en voit beaucoup. Mais ils ne sont pas infirmes pour autant.
Et on voit des angulations au contraire trop grandes, oui. Et tout dépend de la dimension de la jambe. C'est-à-dire que si le dos reste à peu près parallèle au sol, il ne faut pas en tenir compte et ça reste bon, même surangulé. Par contre, un chien surangulé de l'arrière avec un dos qui plonge vers l'arrière et vers le sol, là, à ce moment-là, il y a faiblesse, c'est clair. Donc les arrières, ça reste effectivement un problème important. Mais les principaux défauts, bon, les surangulés, on n'en voit pas beaucoup, ou surangulés avec un dos droit, je m'en fiche, enfin parallèle au sol. Mais par contre, des angulations trop droites derrière avec des reins montants, on en voit beaucoup. Au niveau des couleurs, oui, bien sûr, mais bon, ça, c'est pas lié spécialement aux couleurs, c'est lié évidemment à la génétique des chiens qui ont été utilisés. C'est vrai que dans le bleu, notamment, ça c'est un exemple très frappant, dans les années, oui, je dirais 80. Dans les années 80, les bleus n'avaient pas de type du tout. C'était vraiment des chiens moches, comme d'ailleurs j'avais ma première chienne. On ne voyait pas de beaux bleus, c'était vraiment très très rare. J'avais vu un beau bleu en Allemagne, au Bundesliga, mais bourré de blanc avec une balsane blanche très importante qui avait gagné, et j'avais fait la remarque d'ailleurs à Horst Fischbach qui s'occupait à l'époque, c'est lui qui s'occupait en Allemagne des pédigrés, et je lui dis mais ce chien il est superbe, enfin t'as vu le blanc? Ah oui effectivement t'as raison, mais ils étaient carrément hors standard quoi. Les beaux il y avait toujours quelque chose, donc le bleu était vraiment une couleur difficile. Et puis, il y a eu Marie-Josée qui, avec une autorisation, une dérogation, a utilisé Fall des Terres de Rairie dans le bleu, qui était un mâle fauve superbe. Et là, elle a ramené beaucoup de types. Et d'ailleurs, moi, j'ai utilisé à travers un étalon, j'ai utilisé cette lignée-là. Et là, le bleu a commencé à prendre du type grâce aux fauves, parce qu'à l'époque, les fauves étaient superbes. Le bleu avait beaucoup évolué, puisque de très moche, il est devenu surtypé matin napolitain, donc on est passé un petit peu par tous les stades. Bon, il est beaucoup mieux maintenant, mais en ce qui concerne le bleu, donc on en a parlé. Voilà pour le bleu. Maintenant, pour les autres couleurs, l'évolution, chez l'Arlequin, on avait tendance à avoir des têtes larges, avec de la joue, beaucoup. C'est vrai que des ossatures grossières, épaisses, on en avait dans les années 80, oui, notamment chez l'Arlequin, justement. Ces chiens lourds, à tête lourde, avec des membres épais, mais sans efficacité. Hein. Ça s'est affiné. Maintenant, on a des Arlequins corrects. Par contre, on a beaucoup perdu en couleur. Et malheureusement, ce n'est pas la nouvelle réglementation qui va beaucoup arranger les choses. Le fait de ne plus pouvoir accoupler des bigarrés avec des bigarrés et utiliser que des noirs, dans la mesure où il y a beaucoup de gens qui ne font pas le test couleur du noir, et s'il n'est pas porteur d'arlequin, eh ben, il y a de moins en moins d'arlequins, ça c'est clair, c'est la vérité. Hein. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué à tel point d'ailleurs que on accepte en exposition des blancs bigarrés qui sont pas terribles, hein, qui ont quand même pas mal de gris, enfin bon, qui ont quand même un blanc pur bien sûr, parce que sinon c'est plus un blanc bigarré, mais qui seront tachetés, piquetés, tavelés, mouchetés, c'est pas joli quoi. Au niveau du club et des chiffres, ça se voit concrètement, oui. Maintenant, bon, quelque chose qu'on ne peut pas comparer au passé, c'est le gris bigarré, puisque les gris bigarrés n'étaient pas autorisés, donc on les supprimait. Maintenant, ils sont autorisés, on les garde, mais le nombre de gris bigarrés est très important. Gris bigarré noir, à eux deux, c'est plus des 3/4 de la variété arlequin. Hein. Donc, un petit peu gênant. Maintenant, la génétique évolue énormément et il semblerait, mais bon, je n'ai pas, scientifiquement parlant, je ne peux pas l'affirmer, mais c'est tout de même réel, il y aurait 14 possibilités dans l'arlequin, dont 7 seraient compatibles, c'est-à-dire que par une analyse précise de la couleur merle chez l'arlequin,
On devrait pouvoir accoupler arlequin, mais uniquement dans la mesure où on tombe sur ce 7 à l'aise parmi les 14. Il faut faire des tests couleurs très précis, il n'y a que 2 laboratoires dans le monde. Il y en a un aux USA, bien sûr, puisqu'ils sont toujours les premiers, et le deuxième, je ne sais pas, peut-être en Allemagne, c'est possible, je ne sais pas. Mais ça, c'est tout nouveau. J'ai appris ça dernièrement, il y a quelques jours avant de venir ici. Donc je vous dis ça sous toute réserve, mais de la part de quelqu'un qui tient la route, quoi. Au niveau des tailles, c'est vrai qu'il fut une époque où on recherchait des grandes tailles, ce qui n'est plus du tout le cas. Et maintenant, on a des tailles moyennes, tout à fait acceptables. Pour moi, on n'a pas perdu en taille, on n'a pas fait des mini-dogs, absolument pas. Mais c'est vrai qu'on a à une époque peut-être cherché un peu trop le gigantisme, parce que c'est un grand chien, on le voulait grand, et cette image-là a plus ou moins disparu, c'est vrai. Le minimum pour la femelle, c'est 72, tout le monde le sait. En règle générale, elles font un petit 80. 80, 82, c'est une grande femelle pour moi. Le mâle doit faire 80. On les voit couramment à 85, 88, 90, c'est déjà un très grand chien. Et d'ailleurs, la FCI a imposé au standard une limite supérieure maintenant que nous n'avions pas auparavant. Et pour le mâle, c'est 90. Mais bon, on n'en a pas, le problème ne se pose pas. Et je pense que si nous devions avoir un mâle plus de 90, mais parfaitement bien construit et avec une jolie tête, enfin un très beau dog, on n'en tiendrait pas compte de la taille. Je pense que c'est un ensemble, un dog, comme n'importe quelle race d'ailleurs. Il faut juger sur un ensemble. Alors au niveau de l'élevage pour les oreilles qui tombent maintenant, c'est vrai que on ne tient pas compte au niveau des jugements, on ne tient pas compte des oreilles. Bon, il faut bien sûr qu'elles soient tombantes, parce que si elles sont droites, ils n'ont plus le droit d'être exposées, ça c'est clair. Mais on a des oreilles, des fois, qui se dressent un petit peu sur la tête, parce qu'on avait des cartilages forts, et ces cartilages forts, on les recherchait avant, donc c'est des questions de lignée. On les recherchait parce que ça aidait à une tenue droite beaucoup plus facile. Lorsqu'il n'y avait pas du tout de cartilage, les oreilles, pour les faire tenir, il fallait s'acharner, dans certains cas réopérer, tirer la peau, c'était quand même très difficile. Et c'est très bien qu'on ait arrêté.